Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer, justement pour appuyer sur le côté communautaire, c'est que tout ça n'existerait pas finalement sans Twitter devenu X. Le rôle des médias sociaux et Discord aussi, hein, peut-être plus jeu métaverse, mais ou collectible. Mais en tout cas, sans X aujourd'hui, on a l'impression que tout ça n'existerait pas. Parce que tu sais pourquoi tout le monde est pourquoi Twitter? Est-ce que tu Ah c'est pour ça que ouais, je te le dis. Le groupe Meta, je crois, dans les années 2012, a décidé qu'il ne ferait qu'il n'autorisait aucune publication sur pub sponsorisée, etc., sur leur plateforme en lien avec les crypto-monnaies ou les blockchains. Facebook. Facebook, Ok. le groupe Meta largement. Ah Donc ouais. sur Instagram, sur Facebook, tu ne peux pas faire de pub là-dessus. Et donc le seul réseau social un peu important qui existait, qui se prête en tout cas au texte, parce que Snapchat, des choses comme ça, pas forcément, ça s'y prête pas forcément, c'est trop vidéo. Mais le seul truc sur lequel on peut faire du texte et sur lequel on avait le droit de faire de la pub pour des choses crypto-blockchain, c'était Twitter. Et Donc c'est du là où coup, sont tous les collectionneurs, tous les artistes. pas de ce fait, là où peut-être sur le monde traditionnel, Instagram reste la plateforme Bien sûr, oui. Oui. par définition où les acheteurs d'art sont. Twitter, c'est dû notamment donc, au fait que c'est interdit de faire de la pub sur Meta en rapport avec la blockchain et la crypto. Et donc, du coup, il y a ce qu'on appelle le crypto-Twitter, qui est lui-même une sorte de niche au sein de Twitter, qui sont vraiment les gens qui parlent de crypto, d'NFT, de blockchain sur Twitter. Mais c'est la raison pour laquelle Twitter Ah est ouais. devenue cette plateforme plus importante. C'est pas parce que c'était plus texte ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que sur les autres blockchains, sur les autres plateformes, on ne pouvait pas en parler de ces sujets-là. Donc, Ouais, c'est ils se sont intéressant. retrouvés là-dessus. Et peut-être la raison que tu vois, Elon Musk achète ces choses-là, il y a un côté très liberté d'expression, etc., ou peut-être même parfois un peu trop d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de modération. Twitter, c'est une sorte de plateforme libertarienne de l'Internet à ce niveau-là, où on peut dire un peu ce qu'on veut finalement, et on peut parler de sujets comme la crypto et la blockchain, donc tout le monde se retrouve là-dessus, et c'est vrai que c'est le cheminement, en tout cas utilisateur, passe, j'ai envie de dire, premièrement par Twitter pour t'amener vers les marketplaces, et il y a rarement de gens qui font des découvertes, j'ai envie de dire, par les marketplaces directement, par les pages de landing page de curation sur les marketplaces. C'est souvent via Twitter et il y a beaucoup de conversions qui se fait là-dessus. Donc c'est vrai que c'est assez incontournable. Et Discord, c'est l'équivalent d'une plateforme de forum en ligne comme on peut connaître depuis toujours, qui existe sur Internet depuis 20 ans, 30 ans. Où il y a plusieurs channels, on peut facilement discuter, ça ne vient pas trop encombrer une timeline de réseaux sociaux qui n'est pas forcément adaptée pour ça. Et ça, beaucoup utilisé par les projets collectibles que j'ai mentionnés, puisque tu peux avoir beaucoup de personnes sur un serveur Discord. Et donc, même si tu as 10 000 exemplaires, 10 000 personnes, tu peux très bien faire voilà, des sondages, avoir des canaux de discussion spécifiques pour certaines informations. Il y a beaucoup d'informations parfois à glaner sur le prix, quand est-ce que ça tombe, quand est-ce que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut savoir. Et donc, Discord là-dessus est une forme de site internet, forum, qui est largement privilégié par les projets collectibles, qui est un peu utilisé par les artistes aussi, mais c'est plus rare. Alors on a vu hein, la montée folle dans les années 2020-21 quand on était coincé chez nous. Je pense que le confinement a beaucoup joué, mais ça aurait certainement émergé aussi. Qu'on appelle, et ça vient de l'économie, le bull run, hein, on y va quoi, avec des records de vente qui ont énormément démocratisé blockchain, NFT, crypto, art numérique, générativité, des termes comme ça qui existent, hein, tu es le premier à le dire, depuis des décennies, mais qui tout à coup sont devenus grand public, des sujets grand public. Et puis, sans doute que parmi l'écosystème de l'art, ceux qui se sont sentis le plus menacés, c'est les salles des ventes, que tu connais bien, puisque tu as travaillé avec les deux, Christie Sotheby's, et pendant Sotheby's pendant un certain temps. C'est intéressant de voir que finalement, les grands records, ben, ils ne se sont pas faits sur les plateformes, globalement, ils se sont faits avec les salles des ventes. Alors, c'est pas faux, c'est vrai, puisque si tu regardes donc Pack, Merge, qui est considéré comme une seule vente d'œuvres d'art parce que le concept c'est ça, mais qui C'est est en fait Nifty, plus ouais. proche d'un projet collectibles en réalité, c'est Nifty avec Sotheby's. Et souvent, c'est des plateformes qui étaient en partenariat avec des grosses maisons de vente. Et récemment, je t'en ai parlé tout à l'heure, il y avait ce qui a été, en tout cas, à ma connaissance, je crois que c'est la cinquième plus grosse vente on-chain, une acquisition de 10 autoglyphes, donc c'est aussi fait par Larvalab, par un collectionneur traditionnel qui a été acheté via une plateforme qui n'est pas une maison de vente, mais qui est dirigée par l'ancien Ah directeur ouais. NFT de chez Christie's, qui s'appelle Noah Davis, qui était notamment la personne qui a fait la vente de Beeple. Et Beeple, c'était Christie's. Hein. C'est ça. Mais en Donc, même temps, il c'est est drôle ça. évident que les salles de vente devaient y aller parce qu'eux, Mmh. ils se sont dit sinon on va disparaître. Quoi. Parce que finalement, c'est un système d'enchères dans l'art. Oui, alors je ne sais pas si c'était parce qu'ils se sentaient menacés, mais je pense qu'il y avait très clairement une opportunité à saisir là-dessus. Et en fait, il y avait un moment, notamment, je me rappelle, c'était notamment PAC qui avait alpagué les maisons de vente dans un de ses projets pour essayer d'attirer leur attention. Et il y avait une forme, en tout cas, j'ai envie de dire, ils étaient intrigués par ce marché-là. Ils voyaient qu'il y avait des choses à faire. Et
l'image de marque, j'en parlais tout à l'heure, des maisons de vente est très différent dans le monde des NFT, où on les considère quasiment comme des acteurs institutionnels, une forme de reconnaissance, on va dire, de l'art traditionnel, là où parfois il y a des galeristes, à ma connaissance, qui évitent au possible d'avoir leurs œuvres de leur galerie, de leurs artistes présentés en salle de vente, puisqu'ils perdent le contrôle de la cote de leurs artistes et ça pose plein de problèmes. Un artiste NFT, être en vente chez Christie's et Sotheby's, c'est aujourd'hui en tout cas la plus grosse reconnaissance qu'ils peuvent avoir à leurs yeux. Et souvent, c'est parce que tout le narratif de la croissance des artistes en NFT est autour des ventes. Il n'y a pas forcément de valorisation des expositions, des programmes de résidence ou de toutes les choses qui peuvent faire qu'une carrière d'une artiste peut être intéressante, valorisée, etc. On se concentre vraiment quasiment uniquement sur les ventes puisque c'est la seule chose qui est traçable sur la blockchain. Et donc, les maisons de vente là-dessus sont assez importantes. Après, elles sont toujours critiquées, on dit toujours d'avoir rien compris. Récemment, il y avait eu un petit cas avec le fait de faire une vente dite privée d'une collection qui s'appelle Ether Rock, qui sont juste des photos de pierre, qui n'est pas artistiquement pas très intéressante, mais voilà, c'est du collectible, ça se vend. Donc Christie's Sotheby's, ils vendent du sac à main, ils vendent des bijoux, ils vendent des objets de collection. Aujourd'hui, ça vend un peu plus que de l'art, et d'ailleurs, ils se priveraient d'un marché énorme s'ils le faisaient. Donc il y a des intérêts qui sont commerciaux, en tout cas pour les hôtels de vente, qui justifient leur implication sur ces marchés-là. Ce qui est bien avant, en tout cas, et moi ce que j'avais dans mon département, c'était beaucoup de liberté sur ce que j'entreprenais, et notamment sur le fait de, par exemple, comme tu dis, développer des stratégies de premier marché, où en fait les maisons de vente sont quasiment des galeries, où ils travaillent directement avec les artistes, et c'est une ligne de travail qui est très différente de celle qui est traditionnellement explorée. Et en tout cas, oui, Christie's Sotheby's, ils ont une image importante et différente, et je pense que c'est dû notamment au fait que les institutions, les musées, les programmes de résidence connus ne s'intéressent pas forcément au Web3 ou à l'art digital énormément, ou ne sont pas trop impliqués sur les plateformes comme Twitter pour en parler. Et donc, du coup, les seuls acteurs, on va dire, du monde traditionnel dans lequel on peut revendiquer quelque chose, c'est les hôtels de vente. Donc, les hôtels de vente sont un peu obligés de faire, entre guillemets, de prendre le rôle d'institutions comme des musées, etc., alors que ce n'est pas forcément leur rôle et que ce n'est pas forcément souhaitable pour tous les artistes, en l'occurrence. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être amené à changer. Mais c'est sûr que beaucoup de gros clients, en tout cas, passent toujours par Sotheby's et Christie's, mais ça reste dans les ventes NFT largement des gens de l'écosystème NFT qui achètent en maison de vente plutôt que des acheteurs traditionnels et des collectionneurs de Sotheby's et de Christie's traditionnels qui achètent des NFT.